Bonjour Marc Tourlou, Bonjour. on se retrouve aujourd'hui pour parler de votre pièce Marianne et le souverain captif, anatomie d'une démocratie vacillante. C'est un projet assez ambitieux. Comment il vous est venu? Ce projet est au carrefour de mes centres d'intérêt. D'un côté, la science politique. Je l'ai étudié, je l'ai enseigné, je l'ai même pratiqué puisque j'étais pendant 30 ans administrateur du Sénat. Et d'autre côté, le théâtre. Je suis passionné par le théâtre. Et je me suis dit, tiens, puisque la crise de la démocratie, c'est quand même quelque chose d'actualité, puisqu'il faut y sensibiliser les gens, et notamment les jeunes citoyens, que tout le monde n'a pas forcément un doctorat en sociologie politique, en droit ou une agrégation en histoire, pourquoi ne pas essayer de vulgariser un petit peu les choses, essayer de s'en amuser, même si le sujet est grave, en faisant une sorte de fable théâtrale qui serait un peu accessible à tous, et notamment aux jeunes citoyens qui pourraient l'étudier par exemple en cours de MC. Et donc, ça serait juste un projet qui serait étudié donc au niveau collège, lycée, ou ça peut vraiment viser n'importe quelle classe Non. En toute honnêteté, il faut que le public ait déjà certaines bases. Je pense que niveau collège, c'est quand même bien juste. Même niveau seconde déjà. Moi, je vise surtout les élèves de terminale, de première. Ceux qui sont sur le point de devenir des citoyens à part entière, si on entend par citoyen à part entière quelqu'un qui a le droit de vote, voilà, pour qu'ils se posent les questions sur la manière dont ils doivent exercer leur citoyenneté qui commence. Il y a de nombreux personnages, on a Démos, Marianne, Dolos, Lyssa, Phobos, Socios, César, Doxa, on a Big Data, Léviathan, et puis on a Bourbon, Luxembourg et Beauvau. Pourquoi avoir réuni tous ces personnages-là ensemble? Alors d'abord, tous les personnages ne sont pas dans la pièce. Certains sont juste en filigrane. Vous parliez de César, par exemple, c'est celui qui est le leader du parti Euthanasion Marianne. César n'est pas dans la pièce, par exemple. D'autres personnages que vous avez cités n'y sont pas. Votre question, c'est plutôt pourquoi avoir choisi une fable finalement et avoir parce que c'était une manière pour moi de rendre le sujet plus accessible et aussi de faire de deux en un parfois. Prenons le personnage d'Olos. Dolos, c'est la manipulation. Et ça me permettait de faire à la fois la manipulation, le mensonge. Ça me permettait de faire un seul personnage au lieu de deux. Donc Dolos, c'est celui qui va raconter beaucoup d'histoires fausses et parfois vraies, mais qu'il met à sa sauce. Et donc Dolos, c'est le support pour, le cas échéant, une discussion entre lecteurs. Et donc, je pensais que c'était plus incarné si on sortait vraiment des personnages plutôt que de dire la République, le peuple, le ministère de l'Intérieur. Voilà, une fois que le lecteur a compris que tel personnage incarne telle fonction, je pense que ça doit rouler. Donc vous diriez que on sort quand même de la fable philosophique et on va sur quelque chose de très concret sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Face à la réalité, à cette réalité-là, justement, pensez-vous que la démocratie en France prend le chemin de ce que vous décrivez dans cette pièce? J'espère que non. Voilà. Et comme il est dit d'entrée de jeu, au moment où on demande au spectateur d'éteindre son téléphone portable, il est dit au spectateur, il ne tient qu'à vous, que ce qui va vous être présenté ne se réalise pas. Voilà. Lorsque je parle de démocratie vacillante, le sous-titre de la pièce, il faut bien comprendre que la pièce se passe dans le futur. À l'heure à laquelle nous sommes, je ne pense pas que la démocratie soit encore vacillante. Voilà. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'elle ne le devienne pas. Voilà. Et donc, je pense que pour l'instant, notre République est assise sur des bases relativement solides. Et paradoxalement, c'est peut-être son problème. C'est peut-être justement parce qu'on pense que la démocratie a gagné que on ne se conduit pas en démocrate. Et le problème, c'est que lorsque la démocratie promet un gouvernement démocratique et lorsque l'on ne se comporte pas en démocratie, en démocrate, la seule issue, si ce n'est de renverser la démocratie, c'est la violence. C'est plutôt ça que je crains, plus la violence que le renversement de la démocratie, du moins à moyen terme. Et vous disiez que vous avez été administrateur au Sénat pendant de nombreuses années. Est-ce qu'il y a des passages dans votre pièce qui reprennent des scènes, des choses dont vous avez pu être témoin justement dans... Non. En revanche, au Sénat, j'ai notamment été responsable de l'initiative parlementaire, de soutien à l'initiative parlementaire, qui consistait à mettre en forme de loi les idées que les parlementaires pouvaient avoir. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi avec les parlementaires à des sujets divers et variés, pas simplement à la crise de la démocratie. Et je me suis fait moi-même mon propre corpus, j'ose dire, de propositions qui n'ont encore jamais été mises sur la table. Et voilà, disons que ce sont mes fonctions d'administrateur au service d'initiatives parlementaires qui m'ont fait m'interroger sur est-ce que l'état du droit actuel est satisfaisant, est-ce qu'il peut ou pas être amélioré,
et qui m'ont fait trouver des pistes. J'ose pas parler de solutions, puisque je suis trop attaché au principe délibératif pour pouvoir dire que ce sont des solutions. C'est des choses qui mériteraient d'être mises, à mon avis, sur la table. Et justement, quelles sont ces pistes que vous mettez en avant? Alors, sans vouloir spoiler Marianne et le souverain captif, vous en avez beaucoup. J'en citerai quelques-unes. La première consisterait, par exemple, à voir si on peut pas prendre en compte concrètement le vote blanc aux élections législatives. Il y a tout un mouvement pour prendre en compte le vote blanc et on ne trouve pas de solution. La solution qu'on trouve, la solution qui est proposée, essentiellement, c'est de dire lorsque il y a trop de bulletins blancs, on annule l'élection et on recommence. Ça, à mon avis, ça marche pas. Parce que au deuxième tour, tous les candidats qui ont été battus vont appeler à voter blanc. Donc on n'aura jamais quelqu'un qui sortira. Et si on dit on fait ça une fois, je crois que c'est encore plus frustrant que de ne rien avoir fait. L'autre solution, c'est le cas en Espagne, aux Pays-Bas, c'est de dire on prend en compte le vote blanc pour la qualification, alors en l'occurrence au second tour parce que chez nous c'est un scrutin majoritaire, ou en Espagne pour la répartition des sièges entre les listes qui doivent obtenir 3% pour être qualifiées. Donc on dit 3%, y compris les votes blancs. Du coup, de fait, il faut que vous ayez un peu plus que 3% pour être admis en Espagne à la répartition des sièges. Donc le vote blanc a un effet, mais je pense pas que ce soit l'effet que se souhaite celui qui vote blanc. Celui qui vote blanc nous dit « je ne suis pas content de ce qui m'est proposé ». Et donc, que l'effet de mon vote ait pour conséquence que parmi ce qui m'est proposé, il y a une liste qui a un siège de plus ou de moins, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ça ait des conséquences concrètes. Donc, il y a une solution à laquelle je réfléchis et qui est avancée dans la pièce, qui est de dire, lorsque un candidat aux élections législatives est élu, on va dire ric-rac, c'est-à-dire que la somme des voix qui sont portées contre lui, plus des bulletins blancs, est inférieure aux voix qu'il a obtenues, à mi-mandat, il doit remettre en jeu son mandat. Cela présenterait un double avantage. D'abord, de prendre concrètement en compte le vote blanc, sans aller juste à la solution extrême, dire on fait comme s'il n'y avait pas d'élection, parce que ça peut durer longtemps. Voilà. Et ça permettrait d'organiser, puisque là aussi, certains réfléchissent à comment le faire, d'organiser des élections de mi-mandat, comme vous savez, comme aux États-Unis. Donc si, à mi-chemin, ceux qui ont été élus ric-rac devaient remettre en jeu leur mandat, on aurait des élections à mi-mandat, et là on aura un super sondage, pour le coup, dans les circonscriptions qui ont été un peu justes à l'origine. C'est qu'une proposition parmi d'autres. Et justement, vous abordez ces pistes-là, tous ces sujets autour de la démocratie, donc qui sont des sujets très sérieux, qui sont des sujets très pesants aussi, mais vous le faites sur des notes plus légères, plus drôles. Comment vous trouvez justement ce juste milieu? Parce que c'est un message qui est compliqué à faire passer, mais est-ce que justement le parti pris J'ai beaucoup lu, puisque je suis tombé dans la science politique quand j'étais petit, et les ouvrages de science politique sont très austères. Voilà. Et mon souci, c'était de parler à tout le monde, enfin à tout le monde qui savait au moins lire, voilà, mais sans avoir besoin d'être agrégé en droit ou en philosophie politique. Et donc je me suis dit, si je veux parler à tout le monde, il faut que je les amuse. C'est un peu comme quand vous faites un discours. Si vous parlez pendant une demi-heure dans un colloque, sans de temps en temps sortir une blague, etc., pour rattraper l'attention de votre public, ben ça marche pas. Et donc la meilleure chose que j'ai trouvée finalement, c'est de faire une pièce avec de l'humour. J'espère que ça fait rire. Effectivement, il y a des blagues, il y a des situations qui se veulent comiques. J'espère qu'elles le sont effectivement. C'est la meilleure manière d'intéresser les gens. Alors j'ai pas la naïveté de penser que tous les citoyens en devenir vont se prendre de passion pour Marianne et le souverain captif, mais je pense que le côté guignol de l'info, chansonnier avec des vannes, etc., peut-être les intéresser plus pour étudier le sujet que la lecture austère d'un manuel de MC ou d'un auteur de sciences politiques. Mais je me suis beaucoup nourri des auteurs de sciences politiques. Il y a des travaux qui sont excellents, mais je pense que pour un lycéen, voilà, c'est un peu hard, si vous me permettez l'expression. Et pourquoi souverain captif? Alors l'expression n'est pas de moi, elle vient d'André Tardieu, qui est un ancien président du Conseil sous la Troisième République, qui s'est un peu fâché à la fin de la Troisième République, qui considérait qu'il avait été maltraité, et qui considérait finalement que notre République, à l'époque, n'était pas une démocratie, que le souverain était captif parce qu'il n'était appelé que de temps en temps à voter. Et surtout, et ceci n'est plus d'actualité, il considérait que le pouvoir du peuple avait été confisqué par les assemblées, c'est plus vraiment tout à fait le cas, que les citoyens n'avaient pas les moyens de faire valoir leurs droits fondamentaux, c'est plus le cas non plus. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nos citoyens, grosso modo, ne sont appelés qu'une fois tous les 5 ans à voter pour les élections nationales. Donc le peuple, il est titulaire officiel de la souveraineté. Si j'ose dire, c'est un peu l'article 1 de son contrat de mariage avec Marianne. Mais article 2, il ne doit jamais l'exercer. Et on le sort une fois tous les 5 ans, comme le roi Arthur, qui dormait dans sa grotte et qu'on sortait quand il y avait un problème. On le sort une fois tous les 5 ans pour voter et choisir ses représentants. Et après, lui, tu retournes dans ta grotte
Et tu reviendras dans 5 ans, sauf dissolution bien improbable. Et c'est en cela, il est souverain, mais pendant 5 ans, il est captif, et une fois tous les 5 ans, il vient pour dire s'il est content ou pas de ses élus. Quelle morale est-ce qu'il faudrait retenir de votre pièce? Qu'il faut bien réfléchir, que il n'y a pas de citoyenneté sans réflexion, et qu'il faut faire attention aux préjugés, et notamment le conflit est très important. Je ne parle pas du conflit social. D'ailleurs, je joue un peu sur les mots dans la pièce ce sujet. Des personnages disent en France on manque pas de conflit. Non, c'est sûr qu'on manque pas de conflit en France. En revanche, on manque peut-être de conflit d'idées. La délibération au niveau du Parlement est parfois sur des sujets très importants réduite à qu'il y a quasiment pas de discussion. Alors même qu'on fait des réformes fondamentales pour le peuple, on les réforme car par 9.3, par ordonnance, etc. Donc il n'y a pas vraiment de discussion. Et d'ailleurs c'est surprenant de voir que le peuple descend dans la rue contre le 49.3. C'est parce qu'il veut qu'il y ait une délibération, et il se prononce même pas sur le fond du sujet, même si derrière il y a pensé, bien sûr. Il descend dans la rue pour qu'il y ait une délibération au niveau du Parlement. Donc, la première solution que je dis, c'est attention, il faut qu'il y ait une délibération. Première morale, c'est il faut qu'il y ait une délibération. Et il y a un message qui est adressé aussi aux jeunes, avec les réseaux sociaux. D'une manière large, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux génèrent des algorithmes. Les algorithmes vous envoient des choses qui correspondent à votre personnalité. Et vous avez tendance, dans le cadre des réseaux sociaux, à vous regrouper avec des personnes qui pensent comme vous. Et à recevoir de la part des algorithmes des messages qui vous renforcent dans votre conviction. Et ça, c'est tout à fait le contraire du débat démocratique. Parce que le principe du débat démocratique, c'est d'opposer ses idées à celles des autres. Et avec les réseaux sociaux, c'est même plus d'individualisme, comme dit un personnage, c'est de l'autocentrisme. Et ça, je voudrais que les jeunes citoyens prennent conscience du fait. Bon, les réseaux sociaux, c'est très bien, ça crée un peu de lien, ça crée du lien entre certaines personnes. Il faut pas oublier d'écouter les autres. Vous avez présenté une conférence à la Société de législation comparée à propos de votre pièce. Le thème de cette conférence était une nouvelle approche pour réconcilier le peuple avec sa représentation. Quel était l'objectif de cette conférence ? L'objectif, c'était l'objectif de la pièce en général, c'était de faire en sorte que l'on parle de la crise de la démocratie sous un nouvel angle. Justement, parce que j'étais pas praticien du fonctionnement de la démocratie, j'ai beaucoup lu, donc j'ai beaucoup de théories. Je me suis nourri, comme je vous le disais tout à l'heure, de la théorie, mais aussi je l'ai enrichi à l'égard de mon expérience. Alors bon, on reprochera peut-être de manquer de recul, voire d'être victime du syndrome de Stockholm, mais je veux, alors c'est vrai pour cette conférence, mais c'est vrai pour la pièce d'une manière générale, aussi confronter les idées théoriques à ma propre expérience, et notamment dire arrêtez d'opposer le peuple et la représentation. Le couple, peuple, représentation est un couple qui doit marcher ensemble. Et donc, les choses que j'ai développées devant la Société de législation comparée, c'était des solutions pour essayer de faire en sorte que le peuple et sa représentation permanente, sa représentation parlementaire, marchent ensemble et qu'on arrête de les opposer comme on le fait actuellement. Alors, j'ai une dernière question. À travers le prisme de votre pièce, pensez-vous que les valeurs républicaines et démocratiques qui sont défendues par nos politiques aujourd'hui sont représentatives de la France et de l'ensemble de sa société ? Je crois que les valeurs républicaines, les Français y sont attachés. Il n'y a pas de plus beau programme que liberté, égalité, fraternité. Oui. Je n'ai jamais rencontré, mais peut-être que voilà, je me suis fait bluffer, je sais pas, je n'ai jamais rencontré en 30 ans de carrière un parlementaire qui ne soit pas sincèrement républicain, qui ne soit pas sincèrement attaché à satisfaire le peuple français. Donc à ce niveau-là, j'ai aucun souci sur le fait que notre représentation, en tout cas du côté de celle que je connais le mieux, c'est le Sénat, que notre représentation a pour volonté de défendre et de protéger ces valeurs. Simplement, ce que l'on constate, c'est que le résultat final, c'est que c'est peut-être pas tout à fait ça. Voilà. Et si le peuple râle, parce que quoi qu'on dise, le peuple râle, même si on l'entend pas forcément tous les jours, c'est que peut-être il estime que c'est sans doute même, il estime que sa représentation ne joue pas le rôle qu'il attend de lui. Les appels à la démocratie participative, par exemple, pour moi, je les vois d'abord comme un symptôme au fait que, pour ceux qui appellent à la démocratie participative, c'est pas la seule raison, hein, bien sûr, il y a aussi derrière ça le fait que les représentants n'accomplissent pas leur rôle. Et ben, mon idée, c'est de faire comprendre que si les représentants souhaitent accomplir leur rôle, simplement on est arrivé à un niveau tel, notamment au niveau de l'hyper-présidentialisation, que dans une très large mesure, le Parlement est bâillonné. Et c'est pas un hasard si plus le Parlement est bâillonné, plus le peuple râle. Voilà. Et je pense qu'il faut comprendre cela, que le destin des deux est lié, plutôt que d'essayer de critiquer la représentation nationale, ce qui, à mon avis, n'est pas la solution.